Bonjour à tous. On se voit aujourd'hui dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination qui a lieu cette année du 17 au 21 mai. Et vous avez eu l'intervention du docteur Legrand sur le calendrier vaccinal 2021. Et il nous a semblé intéressant de faire un point sur les différents types de vaccins, puisque depuis fin d'année 2020 et début 2021, on fait la rentrée en pratique clinique des vaccins contre la Covid-19 qui utilisaient des technologies vaccinales assez inédites en médecine humaine, même si les technologies vaccinales étaient déjà connues dans d'autres indications, notamment oncologiques ou en médecine vétérinaire, par exemple. C'est un topo assez généraliste. L'objectif est, à travers ces différentes technologies vaccinales, de comprendre un petit peu mieux les schémas vaccinaux et pouvoir répondre de façon un peu plus précise et un peu plus facile aux questions de nos patients qui sont assez nombreuses actuellement. La vaccination, c'est une histoire ancienne, hein, c'est pas nouveau, et c'est intéressant de se remettre un petit peu dans les perspectives de son développement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne fait que poursuivre une histoire qui a commencé il y a très longtemps. Dès le 5e siècle, dès le 4e siècle en Chine, on inoculait la variole à des sujets sains en espérant qu'ils suivront et seront alors immunisés. Et puis ensuite, on a un peu améliorer les choses en inoculant plutôt une maladie animale bénigne pour l'homme. Ça, c'est l'histoire de la vaccine par Jenner en Angleterre et aux États-Unis, qui a permis d'induire une immunité croisée contre la variole, qui était une maladie humaine grave. Et puis après, il y a l'arrivée de Pasteur qui a permis l'inoculation des germes responsables de la maladie, mais atténués artificiellement. Ils sont ainsi inoffensifs pour l'homme, mais ils confèrent une immunité contre une maladie grave. Il a commencé avec le choléra de la poule, et puis il y a évidemment la vaccination anti-rabies que vous connaissez tous désormais, qui a suivi le même processus. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la vaccination aujourd'hui, ça nous paraît tous quelque chose de très facile, de très naturel, mais que ces étapes-là, elles ont été réalisées avant la reconnaissance formelle de la responsabilité des microbes dans la maladie, donc avant l'ère de la microbiologie moderne et avant la connaissance du système immunitaire. On avait donc des médecins qui avaient une force d'observation et une force expérimentale qui était assez importante. Alors, la vaccination, vous le savez, elle a deux objectifs. Un objectif individuel, c'est-à-dire de protéger efficacement et durablement contre des maladies infectieuses graves, en particulier des maladies pour lesquelles on n'aurait pas de thérapeutique directe, pas d'antibiotiques, pas d'antiviraux, et c'est le cas de la polio, de la rubéole, du tétanos. Et dans des moments de la vie, par exemple, où on est particulièrement fragile contre certaines infections, les nourrissons, les personnes âgées, ou en cas de comorbidité qui nous mettent plus à risque de développer des formes graves de ces infections. Et puis, il y a un objectif collectif qui est ce qu'on appelle l'immunité de groupe, c'est-à-dire la protection collective, la protection de la communauté par l'immunisation de chacun d'entre nous. Et donc, ces caractéristiques de la vaccination, ils sont permis par deux caractéristiques très importante de la réponse immunitaire, c'est la spécificité, c'est-à-dire que quand on va pouvoir répondre contre un élément très précis, et la mémoire du système immunitaire qui permet de garder en mémoire les stimulations immunitaires passées et de répondre plus rapidement, plus efficacement en cas de nouvelles stimulations. Alors, la vaccination, l'objectif, elle va être de mimer tout ou partie de la réponse immunitaire naturelle en exposant l'organisme à un antigène. Alors, un antigène, c'est quoi? C'est la traduction de antibody générateur. Ça veut dire c'est toute substance qui va permettre le développement, la génération d'anticorps. Et en fait, on va, en vaccinant, stimuler à la fois l'immunité innée puis l'immunité adaptative pour développer une réponse immunitaire à la fois humorale et cellulaire qui va permettre de défendre l'organisme contre les agressions ultérieures par des micro-organismes en cause. On va pouvoir distinguer différents types de vaccins selon la nature des antigènes. En fait, on va pouvoir scinder les différents vaccins en deux grandes catégories. Les vaccins qui sont à base de micro-organismes entiers, qui soient vivants atténués, c'est-à-dire qui sont dont la nature pathogène a été atténuée par passage sur différents types de cultures ou par différents procédés industriels, et puis les vaccins inactivés dont on verra la détail par la suite.
Et puis la deuxième grande catégorie de vaccins, ce sont les vaccins qu'on appelle sous-unitaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas injecter à l'organisme des micro-organismes entiers, mais seulement un fragment de ceux-ci, et que soit des fragments protéiques, des fragments de sucre ou le code génétique de certains de ces constituants. Et ça va concerner à la fois des maladies virales et à la fois des maladies bactériennes. Évidemment, il y a un continuum historique dans le développement de ces vaccins, comme je vous le disais, et les vaccins vivants atténués ont été les premiers développés, évidemment, et puis les derniers sont les vaccins ARN messagers et à vecteur viral qu'on verra tout à l'heure. Donc, les vaccins vivants atténués, ce sont parmi les plus anciens, puisque la rage dont on parlait tout à l'heure, c'est un vaccin vivant atténué au départ. Et aujourd'hui, on a encore le BCG dont on parlera dans les prochains jours, qui est un vaccin vivant atténué. Et puis, on a d'autres maladies virales qui sont liées à des vaccins vivant atténués, comme la fièvre jaune, le ROR, etc. L'avantage de ces vaccins vivants atténués, c'est que ce sont des vaccins qui vont mimer très efficacement la réponse immunitaire naturelle et ça va donner une protection immunitaire qui est très proche et qui est de ce fait de très bonne qualité, très durable dans le temps. Ainsi, on va pouvoir avoir une immunité de longue durée avec 1 à 2 injections simplement. Et donc, l'avantage là, c'est qu'effectivement, on a une excellente réponse immunitaire. L'inconvénient, c'est que dans très rares cas, il y a un faible risque d'induire une maladie infectieuse vaccinale, c'est-à-dire qu'on va avoir la réversion de l'agent pathogène, c'est qui va pouvoir donner une maladie vaccinale, en particulier chez les personnes immunodéprimées. C'est la raison pour laquelle ces vaccins sont contre-indiqués en cas d'immunodépression. Et ensuite, on va avoir des vaccins inertes entiers. Ce sont les vaccins entiers inactivés. Ils sont, eux, dépourvus de tout pouvoir infectant et ils vont pouvoir provoquer, par contre, après plusieurs doses, une réponse immunitaire protectrice, là encore, d'assez bonne qualité. Et en fait, ce sont des vaccins qui vont soit contenir soit des corps bactériens, soit des corps viraux qui vont être inactivés, soit chimiquement, soit par la chaleur, et qui vont permettre de développer une réponse immunitaire vraiment de bonne qualité. Et l'hépatite A en est un des meilleurs exemples. Ensuite, on passe aux vaccins sous-unitaires, c'est-à-dire qu'à la différence des deux catégories précédentes, cette fois-ci, on va pas injecter à l'organisme un virus ou une bactérie entière, qu'elle soit atténuée ou inactivée, mais une sous-unité, un fragment de ce micro-organisme, le plus souvent une protéine, parfois des polysaccharides, c'est-à-dire des composants de sucre situés à la surface des bactéries. On va commencer par les vaccins inactivés à protéines purifiées. Ça veut dire quoi? En fait, ce sont des protéines qui, comme pour la tétanos ou pour la diphtérie, qui sont utilisées, qui sont détoxifiées, soit par la chaleur, soit encore par un produit chimique, pour qu'ils perdent leur caractère pathogène, toxique. Et donc, éviter qu'en injectant le vaccin, on déclenche en fait la maladie. Et donc, avec tous ces vaccins sous-unitaires, il n'y en a aucun risque de maladie vaccinale. Donc, c'est des vaccins qui sont relativement sûrs parce qu'en fait, on n'a aucun risque de développer la maladie puisqu'on injecte seulement une partie, un fragment du microbe, que ce soit un virus ou la bactérie, et donc aucun risque de développer une maladie vaccinale. L'inconvénient de ces vaccins sous-unitaires, c'est que des fragments très petits sont parfois moins immunogènes ou peu immunogènes par rapport aux germes entiers. Et donc, ça va nécessiter souvent l'injection de plusieurs doses et de rappels et la nécessité d'adjuvants. Pourquoi des rappels? Ça veut dire qu'on va éduquer progressivement le système immunitaire et qu'en injectant régulièrement des doses de rappel, on va garder la mémoire de cette infection et permettre le maintien dans le temps de cette immunité. Les adjuvants, ils ont fait peur, mais ils sont très importants parce qu'en fait, ils vont permettre de stimuler la réponse innée au moment où on va injecter le vaccin et donc d'initier la réponse immunitaire dans de bonnes conditions et permettre au système immunitaire d'être bien éduqué, de bien faire son travail.
Ça, c'est l'intérêt individuel. Et puis, il y a un intérêt collectif, c'est qu'en mettant un adjuvant, on va pouvoir mettre un petit peu moins d'antigènes vaccinal et donc permettre la production de plus de doses vaccinales et un meilleur accès à la vaccination des populations, puisqu'on va pouvoir produire plus avec moins. Ces vaccins sont en général très bien tolérés et ils sont massivement utilisés aujourd'hui. On peut avoir ensuite des vaccins solitaires qui sont cette fois-ci non pas liés, on va non pas injecter une protéine virale ou une protéine bactérienne, mais des sucres qui sont à la surface des bactéries. C'est pour ça que ces vaccins qu'on dit polysaccharidiques, ils vont concerner que des maladies bactériennes et pas de maladies virales. Et on a deux possibilités dans ces cas-là. Soit ce sont ces sucres qui sont à la surface des bactéries qui permettent la reconnaissance de la bactérie passive immunitaire, soit elles sont dites non conjuguées, c'est-à-dire que c'est des sucres, on va injecter les sucres tels quels, soit ils sont dits conjugués, c'est-à-dire que le sucre est à la surface de la bactérie, il est combiné, conjugué à une protéine, souvent une toxine diphtérique ou une tétanique, et ce qui va permettre une meilleure réponse immunitaire, on va le voir. Pour les vaccins non conjugués, en fait, on va simplement injecter le sucre à la surface qui est à la surface des bactéries et qui permettent leur reconnaissance par le système immunitaire. Et là, ça va concerner la vaccination contre le pneumocoque ou la vaccination contre la typhoïde. L'inconvénient, c'est que cette simulation, elle va n'être permise que grâce à une partie du système immunitaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser qu'une partie des ressources de l'immunité pour produire des anticorps. Ce qui fait qu'on aura des anticorps qui vont être de plus faible affinité, de moins longue durée, et on va pas avoir de mémoire immunitaire. Et puis, ces caractéristiques-là font aussi que ces vaccins sont pas efficaces avant l'âge de 2 ans parce que le système immunitaire de l'enfant n'est pas capable d'utiliser ces vaccins auparavant. Et puis après, on va avoir des vaccins conjugués, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose, on va utiliser les sucres qui sont à la surface des bactéries, et puis on va l'attacher à une protéine, et comme ça, on va permettre de stimuler le système immunitaire dans son entièreté et d'avoir une réponse de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des anticorps qui vont être produits en plus grande quantité, pendant une durée plus longue, et de meilleure affinité, et grâce à ça, on va aussi avoir une mémoire immunitaire, c'est-à-dire que on va pouvoir avoir une stimulation prolongée dans le temps, garder la mémoire dans le temps de cette immunisation. Alors, on a ensuite des protéines recombinantes ou pseudoparticules virales. Alors ça, c'est assez proche des vaccins unitaires protéiques. La différence là, c'est que ces protéines, elles sont produites en grande quantité de façon industrielle, en les faisant produire soit par des bactéries, soit par des levures, et on va ensuite les purifier et les utiliser. Et donc là, on va avoir, comme pour les protéines les détoxifiées, besoin de plusieurs doses et d'un adjuvant pour être immunogène. Et puis on peut aussi, ces particules protéiques, les assembler pour faire une pseudo-particule virale, et ça va être le cas du vaccin contre le papillomavirus, mais le fonctionnement est le même. On arrive maintenant à des vaccins qui, là aussi, vont avoir pour objectif de faire réagir le système immunitaire contre une protéine. Mais cette protéine, on ne va pas l'amener telle qu'elle. On va utiliser des stratégies différentes. C'est ce qui est utilisé pour la Covid-19. C'est-à-dire que on ne va pas amener directement la protéine déjà synthétisée. On va faire différemment. On va stimuler ces immunitaires par un ARN messager, c'est-à-dire en gros le code génétique de la protéine, le livre de recettes de la protéine. C'est l'organisme lui-même qui va fabriquer, grâce à cet ARN messager, la protéine d'intérêt, la protéine virale contre laquelle on veut protéger l'organisme, et ça va permettre de stimuler ces immunitaires de façon très efficace, sans adjuvant, et avec des protéines qui vont être prises en charge de façon quasiment identique à ce qui se passe en cas d'infection naturelle, et donc on va avoir une réponse immunitaire qui va être d'excellente qualité. L'avantage de ces ARN messagers, c'est qu'ils sont de développement très rapide. Vous avez vu que dans la vaccination contre la Covid-19, on a eu un développement vaccinal qui a été accéléré, très rapide, sans pour autant que des étapes aient été sautées. Hein. Le développement a été complet, mais la fabrication de ces vaccins est extrêmement rapide, et donc ça permet aussi la réponse aux maladies émergentes.
Et enfin, autre vaccin qui a fait son entrée en tout cas de façon un peu plus visible dans l'arsenal vaccinal, c'est les vaccins à vecteurs viraux qui expriment une protéine. Là encore, l'objectif, c'est d'immuniser l'organisme contre une protéine d'intérêt, ici la protéine S dans le cas de la Covid-19. Et là encore, au lieu d'injecter directement la protéine S, on va faire différemment. On va demander à l'organisme de synthétiser cette protéine qui sera ensuite reconnue et par le système immunitaire et qui entraînera une réponse immunitaire là encore d'excellente qualité parce que très proche de ce qui se passe dans la réalité. Eh bien, à la place, comme dans l'ARN messager, de livrer directement aux cellules immunitaires l'ARN messager, on va cette fois-ci le livrer via un vecteur viral qui va servir de messager. Ce vecteur viral, il est le plus souvent non réplicatif, c'est-à-dire que c'est un virus qui ne va pas pouvoir se répliquer et qui ne va pas entraîner de maladie liée à ce virus, mais qui va servir de livreur pour le code génétique de la protéine d'intérêt, ce qui va permettre la fabrication d'une protéine, là encore, dans des conditions très proches de la réaction immunitaire naturelle, et donc une réponse immunitaire de très bonne qualité. Et donc ça, c'est le vaccin contre la Covid-19, mais c'est aussi un vaccin contre Ebola qui est évidemment moins utilisé actuellement, mais qui existe. Voilà, j'en ai terminé avec les différentes plateformes vaccinales. Vous avez vu que grâce à ces différentes technologies vaccinales, on peut expliquer aussi certains schémas vaccinaux, l'absence ou l'existence d'un adjuvant, la nécessité ou non de rappels vaccinaux. Et donc, je reste évidemment disponible si vous avez des questions. Et puis, dans les prochains demain, vous verrez, on se fera un retour aux sources en quelque sorte et une mise en perspective avec un des premiers vaccins proposés en médecine humaine, c'était le BCG.